Est-ce que je craque finalement pour une plaquette Arduino? Oui, en fait, non, mais... Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett-Packard? Bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! Ça fait plusieurs années que j'utilise les microcontrôleurs PIC à 8 bits dans mes projets. Petits, versatiles, mais pas très puissants. Et leur usage nécessite généralement un programmateur. Mais il y a de ces applications où j'aurais souhaité avoir une plaquette déjà construite et des librairies USB, SPI et I2C toutes faites. Et c'est sans parler de la mémoire RAM si petite dans les PIC que j'utilise et des 10 bits de l'ADC, un peu dans le fond une limite. Ce que je voulais trouver, c'est une plaquette qui me permettrait de rapidement communiquer avec d'autres plaquettes par port SPI, I2C ou même USB. Voulant ouvrir mes horizons sur ce qui existe déjà sur le marché, j'ai analysé la famille des plaquettes Arduino. C'est très bien, il y a des tonnes de Shield, ces fameuses plaquettes qu'on adjoint comme un sandwich pour à peu près n'importe quelle application, mais la grande majorité des Arduino possèdent des processeurs de 8 bits. C'est pas vraiment différent des PIC microcontrôleurs. Moi, je cherchais quelque chose de plus puissant, comme 32 bits, et de plus petit qu'un Arduino Uno. C'est là que j'ai découvert la plaquette STM32, Minimum System Development. À peine plus grande qu'une plaquette Arduino Micro, on va le voir tantôt, la plaquette STM32 Mini possède un microcontrôleur STM32 F103C8. Et quel microcontrôleur! Architecture ARM de 32 bits, roulant 72 MHz, 40 kilo-octets de mémoire RAM, 64 kilo-octets de mémoire flash, ADC de 12 bits, support d'une horloge en temps réel, support intégré de bus série USB, SPI, I2C, UART, CAN, et ainsi de suite. Il y a même un senseur de température intégré dans le microcontrôleur. Mais ce qui m'a convaincu de me procurer une de ces plaquettes pour l'essayer est son prix. Sur eBay, vous pouvez acheter une plaquette STM32 Mini pour 2,50$ ou environ. Moi, ça me jette par terre. Je trouve ça incroyable, si peu cher. Notez qu'il existe plusieurs variations de plaquettes STM32 Mini. Faites des recherches, par exemple sur eBay ou sur d'autres sites de vente en Chine, et procurez-vous celle qui vous convient le plus en fait de format, de connectique et de support périphérique. Moi, je cherchais quelque chose de petit pour monter sur une plaquette breadboard sans soudage. Bon, maintenant, du côté développement et support logiciel, dans quel environnement est-ce qu'on peut développer le code source pour le STM32 et aussi faire le téléchargement ou téléversement, on devrait dire, vers le STM32? Bien, dans l'environnement Arduino IDE, pourquoi pas? Donc, pour les fans d'Arduino, vous ne serez pas dépaysés finalement. La beauté est que l'environnement Arduino IDE roule sur Windows, Mac et Linux et qu'il est gratuit. Il s'agit simplement d'ajouter les librairies du STM32 dans l'environnement Arduino IDE. Et le tour est joué. On suit une recette que j'ai trouvée. C'est une recette détaillée sur un site web et ça fonctionne essentiellement, ou presque. Le STM32 supporte un téléversement du code compilé par simple port série et pas besoin donc de programmateur. Je vais vous montrer cela et le petit mur que j'ai aussi frappé, mais c'est un petit contretemps que j'ai vite réglé. Mais auparavant, regardons en quoi consiste la plaquette STM32 Mini. Alors, voici la plaquette STM32 Minimum System Development, ou on l'appelle STM32 Mini. Elle est livrée telle qu'elle, toute assemblée, sauf les deux connecteurs de 20 broches ici. Donc, ils nous fournissent une bande de 40 broches et on doit souder les deux bandes sur la plaquette. Bon, c'est pas trop compliqué, ça se fait en quelques minutes. Et bien, on obtient ceci. Et puis, on est prêt à ce moment-là à l'utiliser tel quel. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la plaquette? Il y a bien sûr le STM32 F103C8, qui est une version à broche,
Alors, donc facile à inspecter et les soudures sont bonnes. Il n'y a pas rien à dire là-dessus. On a ici le cristal qui est bien soudé mais mal positionné. Donc, ou bien l'empreinte n'était pas celle nécessaire pour ce cristal, ou bien ils ont mis trop de pâte, mais en tout cas, la pièce a flotté sur les deux îlots et ne s'est pas positionnée droite, donc elle a glissé un peu. Mais le contact est bon. Moi, j'aime pas seulement ça, je trouve que ça fait pas pro, mais que voulez-vous? C'est une plaquette pour amateurs. Et ici, on a l'oscillateur de 32,768 kHz qui sert pour l'horloge interne, l'horloge en temps réel, si on veut la supporter dans le STM32. Donc, on a les deux, ce qui est très bien. Il y a deux DEL, une d'alimentation qui est toujours allumée dès qu'on alimente et l'autre qui est connectée au port PC13 qu'on peut utiliser tout simplement pour faire clignoter, ce qu'on va faire plus tard dans cette vidéo. De l'autre côté, ici, on a le bouton de réinitialisation, donc le reset pour redémarrer le code ou aussi télécharger le code sur la puce. Il y a deux cavaliers ici qui nous permettent de choisir de quelle façon on démarre, soit en téléchargeant en mémoire vive, soit par exemple en partant directement de la mémoire flash. Donc les cavaliers nous permettent de choisir ce qu'on veut faire ici. Bon, il y a un port USB, puisqu'on peut supporter le port USB. Le STM32 a ce qu'il faut pour le supporter. Il s'agit de mettre un petit peu de logiciel, mais ça, il y a déjà des librairies qui existent. Alors ça, c'est pas mal ce qui se retrouve sur le dessus. En dessous, il n'y a pas grand-chose. La seule chose à dire, ce serait le régulateur de tension 3.3 volts ou 3,3 volts, si je veux parler en système international. Donc, on peut alimenter 5 volts. On peut envoyer 5 volts sur la plaquette. Et on obtient 3,3 parce que le STM32 ne fonctionne pas plus haut que 3,6 volts. Donc, il fonctionne à 3,3. Alors, si on est capable de l'alimenter à 3,3, tant mieux. Sinon, on alimente à 5 et le régulateur s'occupe de descendre à 3,3. Alors, les deux modes sont supportés. Alors, à part cela, il n'y a vraiment pas autre chose. Des condensateurs, des résistances, mais c'est à peu près tout. Et il y a le port ici, un connecteur qui est, je crois, un port JTAG série. Donc, mais nous, on va se connecter par le port série sur, ici, PA9 et PA10, qui sont les deux broches du port série numéro 2, mais c'est lui qui est utilisé pour télécharger le code directement dans la puce lorsqu'on veut l'essayer. Alors, allons voir justement c'est quoi les procédures pour en arriver là. Alors, j'ai trouvé sur le web cette page qui s'appelle Arduino Goes STM32. C'est en anglais, mais c'est quand même assez simplement expliqué ce qu'on doit faire pour utiliser l'environnement Arduino IDE avec le STM32. Le lien, évidemment, de cette page est dans la description de cette vidéo. Alors, j'ai simplement suivi les étapes ici, entre autres la connexion du STM32 mini. Puis il y a seulement 4 connexions, 2 pour l'alimentation, 3.3 volts et masse, et 2 pour le port série UART, donc RX et TX, donc réception et émission. Et on branche ça sur notre petit convertisseur ici, USB à série, tout simplement, avec un câble USB. Et les broches, je les insère ici vis-à-vis mes 4 fils qui se connectent, donc émission-réception et l'alimentation qui est fournie par le régulateur sur le convertisseur, régulateur 3.3 volts jusqu'à la plaquette du STM32. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est brancher l'alimentation, donc brancher le port USB, et voilà. Notre cavalier est en position de chargement en mémoire. Donc, il ne démarre pas tant qu'il ne reçoit pas le nouveau code à partir du port série. J'ai donc suivi les étapes ici. Moi, je suis sur Linux, mais je crois comprendre que ça va être la même chose sur Windows. Et donc, on suit les étapes et j'ai utilisé ce petit sketch, donc ce petit code, pour vérifier que la DEL clignote bien. Je l'ai modifié légèrement, là. Vous allez voir, à la sauce bidouilleur. Et j'ai positionné le cavalier de la façon décrite ici. Et là, bien, j'étais prêt à faire le transfert du code, tel que suggéré ici, dans Arduino. Alors, voici à quoi ressemble mon code légèrement modifié, mais dans l'environnement Arduino IDE.
Alors, je définis une étiquette qui s'appelle Pin LED, qui sera assignée à la broche PC13, tout simplement. Les routines d'Arduino, il y en a deux normalement. Il y a celle qui s'appelle Setup et celle qui s'appelle Loop. Alors, celle qui s'appelle Setup est évidemment exécutée juste une fois. Alors, j'initialise le port série à 9600 baud. Je mets la broche PC13, donc qui s'occupera de la DEL, en mode sortie. Et j'imprime un petit message Start, début, au début de la routine. Par la suite, on passe dans la partie Loop, donc la boucle qui tourne en rond sans fin. Je mets la DEL au niveau haut, j'attends une seconde. Je mets la DEL ensuite au niveau bas, donc elle va s'allumer à bas. J'attends une autre seconde et j'imprime une petite phrase qui ne sera pas celle-là, une petite surprise pour vous un petit peu plus tard. Et j'exécute ça tout simplement. Alors quand vient le temps de charger ce code, donc le compiler et le charger, je pèse sur le bouton Reset et je fais le téléchargement. Mais voici ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu ce message « Got knack from device, cannot initiate chip erase, fail to erase memory ». Donc la mémoire refuse de s'effacer. Alors là, j'ai frappé un nœud et il fallait que je résoudre ce problème. J'ai fait un peu de recherche sur le web pour m'apercevoir que c'est un petit problème avec le STM32 lui-même qui nous est envoyé directement de l'assembleur de la plaquette en mode verrouillé. Et donc, il fallait déverrouiller la mémoire flash du STM32. Ce n'est pas grand-chose de bien grave, mais pour une raison ou pour une autre, le lot de STM32 qui a été utilisé et qui nous a été expédié a sa mémoire flash verrouillée. Alors, pour déverrouiller la mémoire flash, il s'agit de télécharger un logiciel de la compagnie ST, qu'ils appellent eux le STM Flash Loader Demonstrator. Alors, j'ai fait ça et ce qui m'a tout de suite dit que je pouvais déverrouiller. Alors, j'ai sélectionné le port nécessaire pour parler à la puce et j'ai pu déverrouiller. Je ne vous le montre pas, mais bon, on m'a offert l'option tout de suite de déverrouiller la mémoire. Et par la suite, voici ce que j'ai obtenu. Toutes les pages de mémoire sont déverrouillées. Alors, il a fallu que je fasse cette petite étape-là. C'est malheureux, mais bon, ce n'est qu'un petit contretemps. Alors, une fois ce petit contretemps réglé, je suis retourné dans mon environnement Arduino IDE. J'ai fait le téléversement et tout a fonctionné. On me dit que le code a démarré et bien sûr, quand je suis allé voir le STM32 lui-même, la DEL clignotait à un rythme de 1 seconde allumée, 1 seconde éteinte. Excellent! Et si je vais voir le moniteur, la fenêtre moniteur de port série, dans Arduino IDE, j'obtiens le message envoyé à toutes les 2 secondes de la part du STM32. Donc, le STM32 roule. Excellent! Quelques commentaires additionnels, comme toujours. D'abord, le versement du code vers le STM32 se fait à 230 kilobits par seconde, ce qui est plutôt rapide pour un port série. Donc attention aux longs câbles série. J'ai eu des performances erronées lorsque j'utilisais un adaptateur USB à série à long câble UART, donc aux signaux 3,3 volts. Je recommande plutôt l'utilisation d'un câble d'extension USB, traditionnel mâle-femelle, et d'un adaptateur USB série à court fil, localisé près du microcontrôleur. Autre chose maintenant au sujet de la compatibilité des tensions entre le STM32 et les autres plaquettes d'expérimentation que vous pourriez connecter au STM32 Mini. Le microcontrôleur STM32, donc la puce elle-même, fonctionne entre 2 et 3,6 volts. Vous avez le choix d'alimenter la plaquette Mini directement à 3,3 volts ou à 5 volts, car il y a un régulateur de tension 3,3 volts sur la plaquette. Mais dans tous les cas, les sorties du STM32 se feront avec des niveaux logiques 0 et plus 3,3 volts. Vérifiez donc la compatibilité des autres parties de votre circuit, celles qui fonctionnent par exemple à 5 volts, pour vous assurer qu'un niveau haut
à 3,3 volts ou à peu près est suffisamment haut pour les satisfaire. Dans l'autre direction, vers le STM32, la plupart des entrées du STM32 tolèrent un niveau haut de 5 volts, mais pas toutes les entrées malheureusement. Vérifiez cela dans la fiche technique avant qu'il ne soit trop tard. Il y a une table qui vous montre cela pour chaque broche. Celles qui sont tolérantes à 5 volts sont identifiées avec l'acronyme FT. En terminant, si vous préférez utiliser un bootloader, comme c'est souvent le cas avec les Arduino, c'est un petit logiciel, le bootloader, qui réside en permanence dans la mémoire et qui permet de télécharger le code à partir directement d'un port USB sans convertir par port série. Il y a le bootloader Maple, ou érable en anglais, qui permet de faire cela. Faites un peu de recherche sur Google et vous allez trouver. Si vous faites Arduino Maple ou STM32 Maple, vous allez le trouver. Ah oui, bien sûr. Je vous fournis les liens pour tout ce que je viens de discuter, y compris le Maple, dans cette description sous la vidéo, comme à l'habitude. Alors voilà, j'ai pensé vous montrer ma petite découverte, le STM32. Ce n'est rien de nouveau, mais c'est quand même puissant et vraiment pas cher. Peut-être voudrez-vous en faire l'essai. Elle ne remplace pas les pics dans les applications simples et où la grosseur de la solution doit être petite, mais lorsqu'on a besoin d'accomplir des tâches plus complexes avec un microcontrôleur ou même des calculs plus compliqués, il existe des alternatives et le STM32 en est une très bonne. Moi, je vais l'utiliser dans d'autres vidéos car j'aurai du contrôle série, soit I2C, SPI ou autre, de d'autres projets divers à faire. D'ici là, je vous remercie de me suivre et de voter votre appréciation et je vous dis, comme toujours, à la prochaine!